Suivez la marche du monde. Prenez avec nous l'information. L'événement B1, entre guillemets. Tous les dimanches à partir de 20h30. Vous et nous, messieurs, mesdames, nous n'avons pas été à Addis Abeba. Le ministre Lambert Mende Omalanga n'y a pas été non plus. Mais lui, au moins, il est au fait de toutes les questions qui y ont été débattues, puisqu'il est le porte-parole du gouvernement. Monsieur Mende, dites-nous d'abord, porte-parole du gouvernement, qu'est-ce qu'il vous faut pour être en mesure de donner et de porter la vraie et la bonne information à l'opinion publique? Je pense qu'il me suffit d'être le porte-parole du gouvernement pour disposer des informations les plus détaillées, les plus officielles, qui reflètent le travail du gouvernement, ses engagements, les procédures que le gouvernement utilise pour arriver à ses fins. Je pense qu'il faut me faire confiance. Ça suppose qu'entre autres, vous devez aussi rencontrer le chef de l'État, prendre part aux réunions du gouvernement, et puis quoi? C'est tout à fait naturel. Déjà, le chef de l'État préside tous les conseils des ministres, et donc on a l'occasion de le voir, et régulièrement, le chef de l'État reçoit ses ministres ou ses principaux ministres, et je pense en être, ce qui me permet d'exercer plus ou moins correctement ma mission. Avec vous, pour les téléspectateurs de B1 et aussi pour les auditeurs de B1, nous parlerons de ces retombées du sommet d'Addis Abeba. Nous parlerons également du sommet de la francophonie qui va se tenir à Kinshasa et tous ceux qui tournent autour. Et puisque vous avez également la charge de la nouvelle citoyenneté, on verra comment en parler dans les différents embranchements du sujet qui nous intéresse. Mais je voudrais d'abord, puisque comme vous et nous, même si nous avons un peu moins d'informations que vous, qu'on se rafraîchisse la mémoire en faisant un retour sur Addis Abeba, en reprenant un reportage de B1. Le gouvernement du Rwanda a violé les sanctions imposées par les Nations Unies en jouant un rôle clé dans la création d'un groupe armé anti-gouvernemental au Kivu et en approvisionnant les mutins de ce groupe dénommé M23 avec des armes, des munitions, en envoyant des soldats de l'armée rwandaise à leur côté, ainsi que des jeunes recrues de nationalité rwandaise. Monsieur le ministre, que dites-vous de ceux qui estiment que Addis Abeba n'a pas été une avancée de la crise qui sévit dans la partie est du pays? Je pense qu'ils ont tort d'évaluer les résultats qui ont été engrangés par la République démocratique du Congo à Addis Abeba. Nous sommes dans une situation de rupture de la paix dans la région des Grands Lacs, à notre frontière avec le Rwanda. C'est une situation qui a été définie très correctement, d'abord par nous-mêmes, par la MONUSCO, certaines ONG comme Human Rights Watch, et in fine une commission d'experts indépendants envoyée sur les lieux par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ont clairement établi que ce qui se passait en République démocratique du Congo avait des ramifications régionales, particulièrement au Rwanda, où fonctionnaient des filières de recrutement, de ravitaillement, de ces forces négatives qui déstabilisent le Nord Kivu. À partir de là, il y avait des conséquences à tirer. Il fallait inviter la communauté internationale à agir sur un de ses membres qui pèse négativement sur un autre de ses membres. C'est ce que nous sommes allés chercher à Addis Abeba, et je pense que ça a été l'unanimité derrière la position défendue, d'abord par notre ministre des Affaires étrangères, M. Tshibanda, puis par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Nous avons obtenu la confirmation de cette définition qui est la nôtre. Nous avons obtenu la mise en place de la force neutre internationale, parce qu'on ne veut pas limiter la solution à la seule région. Nous voulons aller un peu plus loin, trouver d'autres méthodologies que celles utilisées jusqu'à présent. Et je pense, ma foi, que maintenant nous sommes dans la phase de mise en œuvre. La République démocratique du Congo, pour la première fois depuis 1994 que ces problèmes lui sont causés, a pu obtenir de la communauté internationale un alignement derrière sa position, parce qu'auparavant, c'était toujours la position de l'autre camp
qui étaient prises en compte par la communauté internationale. Si cela est banal, je ne sais pas ce qui pourra être important. Bon, qu'on dise banal ou qu'on dise satisfaction, de toutes les manières, ça participerait à une appréciation qu'on pourrait par moment relativiser ou prendre tel que ça se présente. Mais moi, je voudrais que vous soyez un peu plus clair et je voudrais vous y aider par des questions très simples. Puisque vous dites, vous avez parlé de définition, vous avez parlé des opinions qui ont convergé autour de la façon congolaise de voir ce qui se passe sur la partie est du Congo. Question ouverte, question fermée, question fermée. Est-ce que au Kivu, il y a une guerre? Oui ou non? Oui, nous sommes dans une situation de guerre qui nous a été imposée par des milieux qui ont été identifiés, qui fonctionnent dans un État voisin, le Rwanda, qui sont animés par des responsables parfois de très haut niveau dans l'appareil militaire, dans l'appareil gouvernemental. Très bien, Monsieur le ministre, vous êtes même allé au-delà du oui ou du non. Est-ce que nous sommes en guerre contre le Rwanda? Oui ou non? Non, nous ne sommes pas en guerre. On n'est pas en guerre contre le Rwanda, mais nous sommes en guerre. Voilà. Est-ce qu'il y a une guerre civile en République démocratique du Congo? Non, là, non. Avec certitude. Alors, non. nous sommes en guerre contre Il n'y a pas de guerre entre des groupes congolais. Il y a une guerre avec une mafia internationale qui a des ramifications aussi bien au Congo qu'au Rwanda. Mais vous ne vous désolez pas un peu que le communiqué sur lequel les différents chefs d'État, membres de la conférence internationale de la région des Grands Lacs ont apposé leur signature, n'ait pas fait remarquer qu'il y a une guerre? Est-ce que ça vous désole pas? Non, pas du tout, nous n'en sommes pas là. Vous savez, les définitions des situations ne sont pas nécessairement à un mot près. Nous cherchons des solutions. Nous ne sommes pas allés là-bas dans une guerre sémantique contre qui que ce soit, guerre, crise, etc. Nous sommes allés chercher l'appui de la communauté internationale, la communauté des nations civilisées, pour mettre un terme à des tracasseries, à des agressions que développe une mafia prédatrice à partir d'un pays frère. Vous dites guerre, crise, moi je vous reprends un peu comme vous êtes en train de parler. On pourra peut-être après explorer cela, mais je voudrais encore une fois vous convier à prendre le ministre des Affaires étrangères, le patron de la diplomatie congolaise que vous avez cité à un moment. Il s'agit de M. Raymond Tshibanda, avec lequel vous avez animé une rencontre avec les médias. C'est également un reportage de Biwan. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avait fait l'objet des consultations des chefs d'État de la région des Grands Lacs à Addis-Abeba le 15 juillet dernier par les représentants du gouvernement congolais lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Une restitution a été faite à la presse sur la déclaration des chefs d'État et de gouvernement sur cette question. Les gens n'acceptent plus qu'on continue à déstabiliser la République démocratique du Congo parce que, disent-ils, ça déstabilise l'ensemble du continent, ça tire l'ensemble du continent vers le bas. Je pense qu'à aucun moment, dans le passé récent, la position sur le plan diplomatique de la RDC n'a été aussi forte qu'elle est aujourd'hui et que nous devons capitaliser cela et essayer de construire pour ramener la paix dans le Kivu et pour créer les conditions d'une paix durable dans le Kivu et à travers le pays. Quand vous parlez, c'est le gouvernement qui parle à travers vous, je crois. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Tout à fait. À quoi faut-il s'attendre de manière un peu plus concrète par rapport à la suite quand on dit qu'il devra y avoir une force d'interposition africaine qui va venir en République démocratique du Congo? À quoi faut-il s'attendre? Ça veut dire, cette force, elle s'installe où ça? Au Congo, à la frontière, au Rwanda, et s'installe où? Je pense que la résolution d'Addis Abeba est très claire. Attendez, quand vous dites « je pense que », ça veut dire vous, Lambert Mende, ou le gouvernement à travers vous? Je parle comme un lecteur normal d'une résolution qui est écrite noir sur blanc. Je ne pense pas qu'il faille chercher des interprétations de tel ou de tel autre. Oui, les chefs d'État se sont prononcés, ils ont signé un document, nous le lisons au premier degré. Il s'agit de la mise en place d'une force neutre qui a deux missions essentielles. Un, veiller à faire la surveillance, en anglais on dit monitoring, de la situation sécuritaire dans cette frontière à problème,
Donc, ce qui montre qu'ils définissent la situation comme étant celle d'une agression à partir de l'extérieur de la République démocratique du Congo. 2, éradiquer, le mot est dans le communiqué, les forces négatives, et on cite pour l'exemple 2 des principales forces négatives, le M23 et les FDLR et toutes les autres forces négatives qui sont en train d'écumer et de déstabiliser la région. Vous remarquerez que jusque-là, on ne citait que les forces négatives qui posaient problème au Rwanda, les FDLR. Maintenant, la donne a changé. L'Afrique, le monde entier reconnaissent que la première force nuisible dans la région aujourd'hui, c'est les M23 suivis des FDLR. C'est quand même quelque chose, un rapprochement par rapport au point de vue de la République démocratique du Congo. Dites-le un peu pour essayer de guérir un peu les Congolais à un certain niveau. D'où vient, c'est une question qui se pose, d'où vient toute cette force qui permet au Rwanda de monter sur le dos du Congo comme ça depuis le génocide, depuis 1994. Et le Rwanda. Il est difficile d'imaginer que le Rwanda seul puisse être capable de pouvoir créer tous ces problèmes. Il est une partie du problème, c'est pourquoi nous pensons qu'il est une partie de la solution, mais il est évident que ce pays se trouve impliqué dans un réseau qui est beaucoup plus vaste. Nous avons toujours accusé certains intérêts industriels qui sont les usagers des matières premières minérales particulièrement, qui sont produites dans le Kivu et que des gens veulent cueillir sans contrepartie, de soutenir tous ces réseaux mafieux qui passent par le Rwanda et même par certains espaces en République démocratique du Congo. Donc c'est une toile d'araignée tentaculaire qui s'implante dans la région, dans le pays, mais aussi au-delà, même du continent africain. Ces réseaux, pourquoi ils ne feront pas directement avec le Congo, ils passeraient par un pays tiers? C'est un problème de coûts et de bénéfices, analysé de manière tout à fait banale. Vous savez, si vous traitez avec un pays, vous ne cueillez pas sans contrepartie. Lorsque vous traitez avec un pays et que vous voulez prendre de la matière première, vous devez penser à payer des taxes, vous devez penser à valoriser l'espace où vous travaillez, vous devez penser à des impacts d'environnement, vous devez penser au social des gens qui vivent là-bas, construire des maisons, des hôpitaux, sinon on ne vous laisse pas exploiter. Donc il y a une série d'obligations, de responsabilités que des gens pressés, les mafieux précisément, qui veulent le gain maximum, ne veulent pas acquitter. D'où la facilité de pouvoir fournir quelques armes lourdes, quelques kalachnikovs pour pouvoir cueillir sans contrepartie. Voilà le problème, voilà la motivation. Je pense que pour un mafieux, pour un prédateur, il vaut mieux avoir affaire à un groupe d'États atomisés, faibles par définition, qu'avoir affaire à un État comme la République démocratique du Congo, qui a une idée assez élevée des intérêts nationaux. On cherche toujours des interlocuteurs faibles lorsqu'on est un prédateur. Je pense que cela va de soi. Implementation. Vous parlez aussi anglais. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? La mise en œuvre. Des bonnes décisions ont été prises. Le plus important, c'est leur mise en œuvre. Nous en sommes conscients, nous allons nous y atteler. Mais il était important que ces décisions soient prises et qu'elles soient prises de manière unanime, sans réserve, par toutes les parties directement impliquées et qu'elles soient soutenues à tous les autres niveaux par l'ensemble du continent. Monsieur le ministre, on est dans la mise en œuvre. Les forces mafieuses, les groupes mafieux, les réseaux, comme on le disait ici, et le Rwanda aussi, quelque part. La force d'interposition, elle est là. Il y a des fusils tournés vers le Rwanda, d'autres fusils tournés vers le Congo. Et comment ça va se passer? Je ne pense pas que la force d'interposition vienne pour s'attaquer à l'un ou l'autre des deux États. Je ne pense pas que nous ayons demandé cela, ni que nous nous considérions en guerre contre le Rwanda. Nous demandons à nos voisins rwandais un certain nombre d'actes, d'actions, un certain nombre d'omissions, c'est-à-dire ne pas soutenir ou ne pas laisser faire ceux qui offrent des sanctuaires, qui offrent des réseaux d'appui, de recrutement, de ravitaillement,
et prendre de la distance vis-à-vis de certains officiels qui sont cités comme participants à ces actes de déstabilisation, mais nous n'avons jamais envisagé une déclaration de guerre pour chercher à ce que la force d'interposition ait ses armes tournées vers le Rwanda. C'est un problème que nous voulons résoudre. Ce n'est pas un problème que nous voulons créer. La mise en œuvre de la force d'interposition consiste à veiller à ce qu'il n'y ait pas ces interactions entre les groupes mafieux qui se sont installés dans le territoire du Rwanda et les forces négatives qu'ils ont mises en œuvre en République démocratique du Congo. Donc, couper le cordon ombilical. Il n'y a pas à tourner les armes vers quelqu'un pour cela. Il y a à rendre étanches ces contacts qui nous ont fait tellement de mal. La deuxième mission que la force d'interposition devra mettre en œuvre, c'est de faire disparaître de la surface de la planète ces forces négatives qui n'ont rien à faire dans un territoire souverain comme la RDC. On ne peut pas avoir des groupes qui portent des armes en dehors des forces de sécurité de la RDC. Il va falloir donc un appui aux forces de sécurité de la RDC pour faire disparaître ces groupes qui sont définis comme des forces négatives. Je veux dire bravo, vive la diplomatie congolaise, elle a quand même permis de faire avancer les choses. Absolument. Oui, mais quand on se regarde de nous-mêmes à nous-mêmes, est-ce qu'on peut dire quelque part que la diplomatie a gagné là où nous sommes incapables militairement? Non, je pense que ce serait une définition assez sommaire et même primaire de la situation. Une guerre, une agression, ça se gère à plusieurs paliers. Le premier palier, c'est la réponse militaire qui est du même niveau que celui de l'agression. Nous n'y avons jamais renoncé, pas plus quand nous étions à Addis Abeba, représentés au plus haut niveau, que lorsque maintenant nous cherchons à mettre en œuvre les dispositions qui ont été prises à Addis Abeba. Et même dans ces dispositions-là, il y a un volet militaire. On devra absolument faire entendre raison à ces forces négatives, militairement. Donc on n'a jamais renoncé à l'option militaire. D'ailleurs, aujourd'hui, avant même que la force de se déploie, les FRDC ont repris Walikale, les FRDC ont repris Kiwanja et ils vont reprendre Bunagana. Donc l'option militaire est toujours là pour répondre avec le même niveau, de la même intensité à l'agression. Il y a deux autres volets d'intervention, de gestion d'une telle crise. Il y a le volet diplomatique qui a eu le succès dont vous parlez maintenant à Addis Abeba notamment, et puis il y a le volet politique, cette mobilisation des masses congolaises contre l'agression pour dissuader aussi bien ceux qui sont aujourd'hui en train de déstabiliser le Kivu que ceux qui seraient tentés de faire comme eux à l'avenir, leur montrer la vanité d'un tel projet parce que les Congolais sont unis derrière leurs intérêts nationaux. Donc il y a le volet militaire, le volet diplomatique, le volet politique, tout cela va ensemble. Ce n'est pas linéaire. C'est en même temps que nous développons ces trois types de réponses. Je voudrais, par rapport aux questions que je vais poser maintenant, que vous répondiez rapidement et que ça nous permette d'avancer un peu plus rapidement. Il n'y a pas eu d'accord Kabila-Kagame? Non. Il y a eu un entretien pour étudier les voies et moyens d'arriver à une mise en œuvre harmonieuse de ces accords, de ces résolutions qui ont été prises par une conférence de chefs d'État à laquelle les deux présidents appartiennent. Parce que le Congo n'a jamais décidé de faire disparaître le Rwanda, et même si au Rwanda, peut-être il y a des gens qui pensent que le Kivu peut devenir le jardin de certaines forces au Kivu, c'est juste une illusion, et je pense qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il vaut mieux cet arrangement. Le Congo est membre de la conférence internationale des pays de la région des Grands Lacs. Tout comme le Rwanda. Le Rwanda comme l'Ouganda. Absolument. Et c'est l'Ouganda qui préside cette conférence aujourd'hui. Et on est un peu plus à l'aise, nous, Congo, quand on parle avec l'Ouganda, quand ils estiment déjà, avant, bon, ça c'était avant Addis Abeba, que ce qui se passe au Congo, là-bas, ça n'a rien à voir avec une agression d'un pays tiers. Je ne sais pas, chacun définit la situation très brièvement, en fonction des informations qui sont à sa disposition. Je ne suis pas tenu de réagir à la définition de la situation par l'État rwandais. Je ne suis pas porte-parole ougandais, je ne suis pas porte-parole du gouvernement ougandais. Chacun définit la situation. L'essentiel pour nous, c'est que notre définition a été adoptée par tous à Addis Abeba. Ce qui a été dit avant, ce n'est pas un problème.
Oui, mais si tel était le cas, ça vous mettrait quand même mal à l'aise. Il est évident que les gens agissent en fonction de leurs intérêts, mais qu'à un moment donné, lorsqu'on se rencontre, on met en commun les informations des uns et des autres, et que finalement, ce qui est essentiel, c'est ce qui sort de l'engagement de tous. Et c'est de ça que nous parlons maintenant. La CPGL, finalement, dans tout ça, c'est quoi aujourd'hui? C'est une des Oui. réponses à ces difficultés Oui, que oui. nous rencontrons dans le voisinage que nous voulons positif Oui. avec tous les pays qui nous entourent. Oui, Et mais- nous pensons qu'au premier cercle, le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo, il est important d'impulser une vie commune, Oui. économiquement, socialement, politiquement, culturellement, dans le cadre de la CPGL. Oui, Ce mais, n'est pas négatif. oui, mais lorsque, par exemple, même le gaz méthane qui est dans le lac Kivu ne facilite pas les choses, le pétrole qui est dans le lac Albert entre l'Ouganda et le Congo ne facilite pas les choses, on est très loin de ce que la France et l'Allemagne ont réussi pour en arriver à l'Union européenne aujourd'hui. Comme vous venez de le dire, il y a toujours un commencement. Donc on ne peut pas aujourd'hui brûler les étapes. Je pense que les Européens ont commencé par une exploitation commune du charbon et de l'acier. La CPGL a déjà dans ses tiroirs pas mal de projets. J'en ai moi-même conduit l'étude de quelques-uns lorsque je m'occupais des hydrocarbures. J'étais allé à Kigali pour cela. Et donc donnons le temps au temps, d'ici quelques mois, quelques années, pour autant que les problèmes de sécurité qui sont beaucoup plus prégnants seront résolus. Je pense que ces projets qui dorment dans les tiroirs de la CPGL vont ressortir et beaucoup d'États nous encouragent là-dessus. Vous avez parlé de la Grande-Bretagne, il y a l'Union européenne, il y a d'autres États qui souhaitent que nous puissions nous habituer à faire des choses positives plutôt qu'à laisser se développer ces instincts qui ne peuvent que déstabiliser la région. Le Rwanda sera moins énervé dans l'avenir. Je l'espère, je ne peux pas parler en son nom, mais le fait que nous continuions à parler n'est pas une mauvaise chose. Des fois, quand vous rentrez chez vous à la maison, vous vous regardez à la télé. Oui, ça m'arrive. Je voudrais que vous regardiez encore maintenant. Il n'est pas facile, après avoir passé des années à avoir raison sur tout le monde dans la région, que l'on puisse vous prendre à défaut. Donc forcément, ce n'est pas facile. Humainement, psychologiquement, on peut comprendre qu'il démente. Mais les faits sont têtus et nous aimerions que le démenti soit accompagné d'éléments probants qui puissent nous rassurer que tout cela n'a été qu'un gros mensonge, et de la MONUSCO, et de nos propres services, et des enquêteurs des Nations Unies. Commentaire de Lambert Mende sur Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Je pense que j'étais là en train de donner les résultats d'une enquête qui a été menée par les services du gouvernement, qui sera d'ailleurs confirmée par la suite par les enquêteurs indépendants des Nations Unies au Conseil de sécurité, ce qui a permis d'ailleurs de mettre à jour des annexes citant des personnalités qu'à l'époque nous n'avons pas pu citer. Nous étions dans la bonne voie, mais nous n'étions pas encore au fait de toutes les ramifications qui vont être portées sur la place publique par ces enquêteurs des Nations Unies qui ont pu sillonner l'ensemble des deux pays. Je pense qu'il n'y a rien à retirer de ce qui a été dit. Sauf qu'aujourd'hui, la MONUC semble plus très chaude. J'ai écouté le porte-parole de la MONUSCO et je ne pense pas qu'il faille interpréter ce qu'il a dit dans ce sens-là. Tout d'abord, il n'appartient pas à la MONUSCO de se donner un mandat. Je ne vois pas comment ils se prononceraient sur leur mandat. En fait, c'est le Conseil de sécurité qui leur donne un mandat. Et donc, lorsque notre ministre envisage la robustesse que nous souhaitons voir attribuée au mandat de la MONUSCO pour une éventuelle transformation de celui-ci en un mandat de force neutre tel qu'il a été défini à Addis Abeba, cela s'adresse au Conseil de sécurité. Nous n'avons pas besoin que la MONUSCO réagisse, nous savons qu'elle ne peut pas réagir à cela. C'est le Conseil de sécurité qui donne mandat à la MONUSCO. Donc, je ne pense pas qu'ils aient dit qu'ils ne souhaitent pas. Ils n'ont pas souhaité ou à souhaiter. Je pense que c'est le Conseil de sécurité qui va répondre à cette requête que nous avons introduite uniquement pour gagner du temps. Si on ne peut pas faire cela, il y a d'autres formules qui peuvent aussi être mises en œuvre, mais on perdrait du temps et nous sommes pressés de récupérer la totalité de notre sécurité dans cet espace. Ils ont également dit qu'ils n'étaient pas concernés. Je pense que c'est ça. Juridiquement, ils ne sont pas concernés. Lorsqu'on parle d'une force neutre pour s'interposer entre deux pays, lorsqu'on parle d'une force neutre qui va avoir un mandat de combat, tel n'est pas le mandat de la MONUSCO. Sauf si le Conseil de sécurité modifie celui-ci.
En attendant, ils ne peuvent pas être concernés. Et nous n'avons jamais prétendu qu'ils étaient concernés en l'état actuel de leur mandat. C'est pourquoi nous souhaitons, si on tient à gagner du temps, que ce mandat soit modifié. Donc ce qu'ils disent ne contredit pas du tout ce que le ministre Tshibanda a dit ou ce que moi j'ai pu dire. Très bien. J'imagine que le président de la République, quand vous avez par exemple la possibilité ou l'occasion de parler avec lui, vous parlez également de ce que cette guerre a coûté au Congo. Qu'est-ce qu'il vous dit? D'abord, on n'a pas à faire mystère du coût de cette guerre, tout comme n'importe quel Congolais, qu'il soit du Nord Kivu ou de toute autre province, qui ressent dans sa chair cette plaie qui n'a cessé d'être réouverte depuis 1994, d'un problème qui se passe dans un pays voisin, dans lequel notre pays n'a aucune responsabilité, mais qui n'a pas cessé de nous martyriser jusqu'à nous coûter des millions de vies humaines. Nous vivons cela, le président, le gouvernement, comme la grande majorité des Congolais, comme une profonde injustice. Nous vivons cela comme quelque chose qui ne nous est pas dû. Nous n'aurions pas dû payer pour, je ne sais pas moi, le déficit de solidarité de la communauté internationale vis-à-vis du Rwanda lorsqu'est arrivé ce génocide en 1994. Pourquoi serions-nous le prix que la communauté internationale doit payer pour ce déficit de solidarité? C'est une profonde injustice. C'est comme ça que nous percevons cela. C'est en même temps nous faire marquer les pas dans le programme que nous nous sommes donné de moderniser notre pays pour notre propre bien-être. Voilà que maintenant, on nous retarde pour des questions qui ne regardent pas notre pays. On nous retarde parce qu'il y a une bande de prédateurs, une bande de criminels qui veulent continuer à nous maintenir la tête sous l'eau pour leurs propres intérêts à eux. Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il peut faire ou qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est gérer la réponse militaire. Il le fait. L'armée a été outillée pour cela. C'est pourquoi elle est en train... Elle a d'abord chassé les mutins jusqu'à ce qu'arrivés à la frontière, ils aient reçu les gros renforts qui leur ont permis de prendre quelques localités. Aujourd'hui, ces localités sont en train d'être récupérées. C'est qu'il y a un commandant en chef quelque part, c'est Joseph Kabila. Il a repris son bâton de pèlerin. Il est allé à Addis Abeba, après Bujumbura, après avoir envoyé M. Tshibanda dans certaines capitales de la région. Et aujourd'hui, nous avons les résultats que nous avons après qu'il ait convaincu ses pairs de pouvoir mobiliser cette force neutre. Il a mobilisé aussi politiquement la nation qui se manifeste un peu partout autour de ceux qui se battent et autour des victimes de cette énième agression. Et ce qu'il ne peut pas faire, puisque vous avez posé aussi la question là-dessus, c'est de, par exemple, déclarer la guerre à un pays voisin alors que des possibilités existent de gérer à moindre coût humain cette agression qui nous a été faite. Parfois on dit, bon, une campagne électorale, on l'a fait avec des vers, mais gouverner un pays, c'est avec de la prose. Moi, je voudrais vous renvoyer vers une prose, si ça ne vous dérange pas beaucoup. Je voudrais, peut-être que je vais vous l'offrir, je vous l'offre d'ailleurs. Merci. Cet ouvrage qui est là, avec vous. Prenez-le à la page 18. Est-ce que vous pouvez lire juste le premier paragraphe qui est là? Le premier défi était simple et redoutable à la fois. Mettre fin à la guerre, redevenir fréquentable, retrouver sa dignité, faire entendre sa voix. En fait, assécher le marécage, éloigner les hôtes indésirables et nuisibles. Un seul choix se présentait à l'architecte, organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, élections dont les Congolais ont été, c'est vrai, plus de 40 ans durant. Là, c'est les défis. Oui. Jean-Pierre Moutamba qui reprend, Jean-Pierre Moutamba, notre ambassadeur à Bruxelles, période 2003 jusqu'à 2008, qui reprend Joseph Kabila ici. Par rapport à ces défis, aujourd'hui, très brièvement, avant qu'on ne passe à autre chose, nous ne sommes quand même pas toujours au degré zéro, mais nous sommes peut-être à quel niveau d'après vous? Oh, nous avons avancé très sensiblement. Et je vais vous dire que cela gêne pas mal de gens qui avaient fait leur trou dans une sorte de rente de situation de l'impuissance de la République démocratique du Congo et qui continuent à faire des pieds et des mains pour nous maintenir dans cette impuissance. Vous prenez par exemple l'engagement de démocratiser les institutions congolaises.
Je pense qu'il n'y a rien de comparable entre ce que nous sommes aujourd'hui en termes de démocratie participative, comment le peuple est engagé dans le choix de ses dirigeants, comment les représentants du peuple sont impliqués dans le contrôle de la gestion des priorités de l'action publique, la liberté de la presse, la liberté d'opinion, d'expression. Je pense que la comparaison ne se tient pas par rapport à l'espace géographique africain dans lequel nous nous trouvons. Mais vous trouverez toujours, surtout dans des pays qui nous ont colonisés, des apôtres du Congo bashing qui vont vous dire que nous sommes les derniers, alors que tout le monde sait au Congo, aussi bien que dans d'autres pays africains, je le sais parce que j'ai des collègues ministres qui disent que nous sommes trop pressés à cet égard et que nous les mettons, eux, en difficulté. Mais nos anciens maîtres continuent à vous faire croire que nous sommes vraiment très en retard. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous faire perdre confiance en nous-mêmes. Parce qu'ils ne souhaitent pas que le Congo demeure le Congo. Parce qu'ils souhaitent avoir affaire à des interlocuteurs malléables, c'est-à-dire la fameuse balkanisation qui leur permettra d'avoir des interlocuteurs faibles, qui leur permettraient de cueillir sans contrepartie les richesses naturelles que, selon eux, nous ne méritons pas. Ouais. Voilà tout. La problématique est là. Question peut-être personnelle. Vous n'êtes pas malléable. Pas du tout. Pas du tout. Regardez un peu ces Congolais-là, certains qui regrettent la période coloniale et d'autres qui regrettent la période de Mobutu. Et vous, Lambert Mende, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je voudrais leur dire qu'en toute chose, il faut considérer la fin. Qu'est-ce que nous recherchons? Nous cherchons notre dignité d'homme. Nous cherchons notre bien-être collectif. Nous cherchons à être bien dans notre peau et dans notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Et croire que parce qu'il y a des difficultés passagères, croire que parce qu'il y a des embûches sur les chemins, que l'herbe est plus verte dans le pré du voisin, je pense que c'est faire preuve de la naïveté la plus dangereuse. Je pense qu'il nous appartient à nous de rendre notre pré meilleur, parce que nous n'en avons pas un autre. Il nous appartient à nous de nous regarder avec nos propres yeux, parce que ce qu'ils disent là, en fait, ils renvoient l'image du regard des autres. Ils lisent tellement cela, ils entendent tellement cela, ils n'ont pas eux-mêmes la capacité d'exprimer ce qu'ils veulent, et ils se regardent maintenant avec les yeux des autres. C'est un drame pour notre pays. C'est une certaine conscience du Congo que vous avez. Je vais vous dire une chose. La part des concitoyens qui ne fonctionnent pas selon les principes de ce que nous appelons l'amour de la patrie, selon les règles élémentaires de l'amour que l'on doit à soi-même et à sa patrie, cette part-là, moi, je la considère comme négligeable. Parce que si le plus grand nombre de Congolais n'avaient pas foi en leur pays, le Congo n'existerait pas. Mais nous avons des poches, bien sûr, de gens qui sont formatés de par une éducation mal assimilée, de par une conception de l'intérêt personnel qui prime sur l'intérêt général, sur les intérêts nationaux, qui fonctionnent un peu comme des agents d'influence de la domination étrangère sur une société sur laquelle tout le monde a les yeux fixés. Souvenez-vous que même avant l'indépendance, notre pays avait à un moment le statut de colonie internationale. Je pense que beaucoup de gens dans l'hémisphère nord n'ont jamais été guéris de cette perception du Congo comme la chose de tout le monde, de ceux qui sont puissants dans le monde aujourd'hui. Eh bien, beaucoup de Congolais parmi l'intelligentsia développent encore cela. Dieu merci, ils ne sont pas les plus nombreux dans le pays. Sinon, le pays n'existerait pas. Et donc, je ne considère pas cela comme un drame. Je pense qu'il s'agit pour nous d'agir sur eux, de leur démontrer que, quelles que soient les difficultés, il nous appartient à nous de transformer ce pays pour qu'il devienne quelque chose de bien pour nous et ne pas laisser les autres s'occuper de nous, surtout. Vous, question personnelle encore, le lumumbiste que vous êtes, c'est par rapport à qu'est-ce qu'il a retenu de Lumumba, en très peu de mots. C'est cette perception que je viens de vous définir. C'est ça le lumumbisme. Et c'est ça qui a permis que le pays reste un aujourd'hui. Et c'est le fait que, en dépit de quelques parenthèses au cours de ces dernières années, les lumumbistes n'ont pas quitté le pouvoir. C'est ce qui permet aujourd'hui aux Congolais de jouir d'un pays qui est entier,
de considérer que ce pays est leur propriété et non pas la propriété des autres, et que la définition de la situation, le choix des priorités relève d'eux-mêmes et non pas des autres parce qu'ils sont puissants financièrement, militairement ou autrement. Vous avez l'impression d'être parfois incompris? Par une partie de l'intelligentsia, oui. Mais je suis toujours très à l'aise lorsque je suis parmi les masses, en tout cas les plus nombreuses. C'est des gens qui comprennent que ce pays est à eux et que c'est à eux d'agir pour qu'ils fassent bon vivre. Vous avez fait remarquer qu'on a avancé, élections, liberté de la presse, et ceci et cela. On va y revenir. Mais je voudrais que vous vous regardiez encore une fois, et peut-être la dernière fois avant qu'on examine un autre pan de ce programme. Le gouvernement du Rwanda a violé les sanctions imposées par les Nations Unies en jouant un rôle clé dans la création d'un groupe armé anti-gouvernemental au Kivu et en approvisionnant les mutins de ce groupe dénommé M23 avec des armes, des munitions, en envoyant des soldats de l'armée rwandaise à leur côté, ainsi que des jeunes recrues de nationalité rwandaise. Un commentaire de plus ou bien sans commentaire? Non, mais je pense que c'est des questions auxquelles personne n'a répondu. Jusqu'à présent, les dénégations de nos voisins rwandais par rapport à ces graves accusations que plusieurs sources ont émises sur leur implication, l'implication de très hauts dignitaires dans ces foyers de déstabilisation, ne sont appuyées d'aucun élément de preuve. On ne nous dit pas en quoi ce qui a été dit est faux. On ne nous dit pas qu'on prend des distances par rapport à cela. On veut plutôt rallumer la flamme du divisionnisme que l'on a décidé d'éteindre. Par exemple, au Rwanda, il est interdit de dire qu'on appartient à tel ou tel autre groupe ethnique, mais lorsqu'il commente la situation au Congo, il parle des problèmes que tel gouvernement pourrait avoir avec tel autre groupe ethnique qui n'existe pas, qui ne peuvent pas être étayés par un exemple quelconque. Le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. Mais je voudrais vous reprendre encore en vous posant une question. Elle est des fois posée dans certains cercles et je voudrais voir dans quelle mesure vous allez y répondre. Où avez-vous déjà vu, vous, M. Mende, la vérité être mise à mal dans un débat? Il est possible que la vérité soit mise à mal dans un débat lorsque un des débatteurs ou les deux prennent des libertés avec ce qui est réel parce qu'ils veulent prendre un raccourci, parce qu'ils veulent convaincre à tout prix, parce qu'ils veulent avoir raison, parce qu'ils ont une conception de la fierté ou de l'orgueil trop haut placé, un ego surdimensionné. Il est possible que dans un débat, il y ait effectivement des entorses à la réalité qui ne peut pas se créer, qui ne peut pas s'inventer, qui ne fait qu'être observé. C'est une question que je reprends, c'est John Milton, c'est Areopagitica, c'est un ouvrage qui n'a rien à voir avec ceux dont on parle, mais là, c'est un peu comme si, par rapport à la liberté d'expression, à la liberté de la presse dont vous parliez, oui. Vous êtes le gouvernement aussi, vous avez mis une muselière autour de Thierry Michel. Vous n'aimez pas beaucoup son film, qu'il soit vu par les Congolais? Il y a dérange, la vérité, il y a une vérité, il n'y a pas de vérité à l'intérieur. Je suis assez surpris que vous mettiez un lien entre le refus d'entrer sur le territoire de M. Thierry Michel et le film qu'il a fait et qui concerne effectivement la liberté d'expression. Oui, mais le film, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas? C'est deux choses différentes. Oui, mais parlons du film. Non, on peut aimer le film, on peut ne pas l'aimer. Je voudrais quand même être clair. Oui, Monsieur Thierry Michel n'avait pas le droit d'entrer dans ce pays qui pour lui est un pays étranger en violant les dispositions qui s'imposent à tous les étrangers qui veulent entrer dans notre pays. Et ce n'est pas le fait qu'il ait fait un film qui soulève des polémiques qui lui permet de violer nos lois. Je pense que là, les choses doivent être claires. C'est l'administration de la Direction générale des migrations qui a pris une décision parce qu'elle a trouvé un faux dans le passeport de Thierry Michel. Ça, c'est une chose. Et laissez-moi vous dire que Thierry Michel pouvait entrer s'il avait été en règle avec les migrations. Nous ne l'aurions pas laissé diffuser un film polémique sur une affaire qui est pendante devant les cours et tribunaux. Je ne connais pas de pays au monde où ça se fait. Je ne connais pas de pays au monde, je vous dis. Parce que le même le pays le plus libre, puisque vous pensez qu'il y en a, ne peut pas laisser
un film polémique venir s'immiscer dans une procédure judiciaire qui est en train de se dérouler? Citez-moi ce pays-là, oui, où on va vous autoriser comme ça, le juge est en train de faire son travail et on vous autorise à venir dire non, ce que le juge fait là n'est pas important, moi, c'est Kamanga qui a tué cette personne-là. On vous arrête immédiatement parce que vous êtes en train de violer les principes clés de la bonne administration de la justice. Il n'y a que le juge qui rend son verdict. Oui. Un journaliste n'a pas à rendre de verdict. Oui. Or, dans ce film, Thierry Michel rend un verdict. Voilà. Alors que la justice est en train de statuer sur cette même affaire. Voilà. Monsieur Mendy, qu'il soit entré, qu'il ne soit pas entré, ça n'a rien à voir. On ne peut pas. C'est moi qui ai signé l'accréditation de Thierry Michel pour qu'il réalise un film sur ce procès. Très bien. Le procès n'est pas terminé, il présente déjà des verdicts. Le ministre Lambert Mendy Omalanga, porte-parole du gouvernement, avant de le devenir, vous avez été dans le secteur des médias, vous avez aussi travaillé comme journaliste avant d'aller apprendre la criminologie. Mais vous parliez comme vous parliez quand vous étiez ministre. On parle de ce film, vous parlez de polémique et tout ça. C'est quoi le contenu de ce film? Il faut en parler pour que ceux qui... Le contenu qui nous pose problème, c'est le contenu qui cherche à influencer la justice. C'est interdit. C'est l'affaire TBA. Oui, c'est interdit. Vous ne pouvez pas évoquer, excusez-moi, oui, vous ne pouvez pas évoquer une affaire judiciaire qui est en train d'être débattue. On est en train d'y statuer devant les juges. Vous ne pouvez pas l'évoquer dans les médias. C'est interdit. C'est un outrage à la magistrature. Vous savez que même le gouvernement n'a pas le droit d'interférer dans un processus judiciaire. Vous savez que même le président de la République n'a pas le droit d'interférer. Alors pourquoi ce que notre loi refuse au président, au gouvernement, aux journalistes congolais, nous devrions l'accepter de Thierry Michel? Parce qu'il est un journaliste belge? Donnez-moi une seule raison. Parce qu'il est un journaliste belge? Mais ça n'a pas de sens. Mais ça aussi, c'est votre responsabilité. C'est interdit pour tout le monde. Très bien. Pas interdit pour tout le monde, sauf les journalistes belges. Pourquoi on accepterait cela? Très bien, très bien, très bien. Voilà. Ce que vous êtes en train de dire, à mon avis, ça participe aussi à une certaine formation et à une certaine citoyenneté du Congolais. Ça veut dire peut-être que quelque part, les partis politiques, notre élite n'a pas fait ou ne fait pas bien le travail qu'il doit faire. Bon, je ne pense pas que Thierry Michel reçoive des informations des partis politiques en RDC. Je pense simplement qu'il y a une forme de mépris dans le chef de... Non, par rapport à la formation Thierry Michel n'ignore pas qu'on ne peut pas interférer dans une procédure judiciaire. Ce qu'il s'est dit, c'est qu'il est dans une république bananière où les principes ne valent pas, où on agit parce qu'on vient d'un pays puissant, on peut faire tout ce qu'on veut, qu'il soit venu même dans les bagages d'un ministre belge, je crois, avec des députés et tout ça. Il croyait que cela allait terroriser les agents d'immigration ou allait terroriser le gouvernement congolais pour le laisser violer la loi congolaise. Très bien. Eh bien, nous lui avons montré que nous ne sommes pas une république bananière. Et vous lui avez démontré que nous aussi, le Congo, nous sommes aussi un pays respectable. Nous avons des principes. C'est la Cour qui doit décider si oui ou non la partie civile a raison. Mais aujourd'hui, nous avons reçu les répliques du ministère public en rapport avec les mémoires de partie civile. Et nous avons suivi, le ministère public a rejoint la partie république, d'autant plus que le ministère public a soutenu intégralement ce que le sûrement responsable a soutenu en son temps. Ça veut dire que John Numpi ne peut pas comparaître sur base de décisions de renvoi qu'on a déféré les autres prévenus. Il est possible que la Cour nous donne raison parce que les positions de droit qui sont défendues à l'audience sont exposées dans le but d'arriver à mener la Cour à se rendre à la position de la partie civile, de nos partis, de nous autres. Donc nous pensons qu'il est possible. Suivez la marche du monde. Prenez avec nous l'information. L'événement B1, entre guillemets. Tous les dimanches à partir de 20h30. On vous dit, nouvelle citoyenneté. Okay. On veut voir un peu plus clair dans le contenu. C'est quoi? Nouvelle citoyenneté, c'est peut-être l'autre façon de parler du changement des mentalités. Nous considérons que l'homme congolais, dans sa dimension multiforme jusqu'à aujourd'hui,
a été un élément qui n'a pas toujours permis la réussite des projets de développement, des projets de modernisation dans notre pays. Maintenant que nous lançons de nouveaux projets, nous avons estimé qu'il fallait un volet de transformation du rapport du Congolais à l'État congolais. Dans les deux sens. Il faut que l'État démontre son utilité aux citoyens pour qu'en retour, le citoyen ressente la nécessité d'apporter sa contribution à la construction de l'État, c'est-à-dire à la construction du bien-être collectif. Voilà comment nous percevons cette dans des faits concrets, nouvelle citoyenneté, vous, ministre, par rapport à la population, les rapports, vous les voyez comment? Mais ce sont des rapports d'abord de sensibilisation, des rapports pédagogiques, des rapports de conscientisation, pas seulement vis-à-vis de la population, c'est également vis-à-vis de ceux qui représentent l'État, ceux qui incarnent l'État aux yeux de la population. Et là aussi, ce n'est pas une approche linéaire, c'est une action qui se fait à tous les niveaux en même temps. Mais bon, vous vous rendez compte, vous parlez, mais on a aussi comme impression que des fois, l'homme politique, le responsable, dès qu'il a accédé à un certain promontoire, il ne veut plus rendre compte. Mais vous devez rendre compte. Nous devons absolument amener ceux qui reçoivent un mandat, ceux qui reçoivent une mission à rendre compte. Absolument. Cela fait partie de l'initiation à la nouvelle citoyenneté qui ne concerne pas seulement ceux d'en bas, même les responsables, surtout les responsables. Citoyens de la République, il y en a des bons, il y en a des mauvais? Absolument. Lorsque vous vous écartez du bien commun, lorsque vous violez les grands principes qui régissent les relations entre les individus ou entre les individus et la communauté, lorsque vous brisez la solidarité nationale en ne vous acquittant pas de vos devoirs vis-à-vis du fisc ou d'autres taxes dont l'État a besoin pour pouvoir faire le bien-être collectif, vous êtes un citoyen qui devait absolument être amené à changer. Sinon, nous allons faire disparaître ce pourquoi l'État a été créé. Je voudrais vous convier à suivre un reportage qu'on va vous présenter et que vous commentiez ce que vous venez de dire maintenant. Nous ne voulons pas pour l'histoire revivre ce qui s'est passé en 1998. Nous ne voulons pas pour l'histoire mourir du fait de notre appartenance. Nous exigeons la protection, l'égalité de traitement et l'égalité des droits. Monsieur le ministre. Je pense qu'il s'agit là de la séance de travail que le ministre de l'Intérieur a eue avec des notables de la communauté Tutsi, des rwandophones du Kivu, après une réunion publique d'un parti politique où des propos qu'ils ont jugés vexatoires pour leur communauté ont été tenus. Mais il faut signaler que le gouvernement, à travers mon ministère, avait déjà géré cette situation lorsque nous avons pris la décision de suspendre de manière préventive le directeur général de la RTNC, non pas parce qu'il a dit ces mots-là, mais parce qu'il a laissé dire en direct ces mots qui ont choqué cette communauté, qui fait partie des 404 communautés ethniques qui ont en partage la République démocratique du Congo et qu'on ne peut pas indexer parce que tel ou tel autre de leurs membres faisait partie de ces forces négatives dont nous parlons, alors que la responsabilité pénale est toujours individuelle. Des mesures ont été prises, je pense que le ministre leur a expliqué cela et je pense qu'ils ont retrouvé depuis leur sérénité. Les minorités, il y en a beaucoup au Congo. Toutes les communautés ethniques peuvent être considérées comme minoritaires. Vous savez, sur un territoire de 2 millions quelques kilomètres carrés, 404 groupes ethniques, je ne pense pas qu'il y en a un seul qui puisse dominer les autres. Et pourquoi ça doit être très sensible quand il s'agit de la communauté rwandophone? La sensibilité est individuelle. Vous auriez pu aussi vous sentir offusqué pour telle ou telle autre situation. Personne n'a à vous faire le reproche d'aller vous plaindre. Vous savez, ils ont le droit de se plaindre, comme n'importe qui. Donc si c'est eux qui se sont sentis offusqués, qui se plaignent, pourquoi est-ce qu'on devrait leur jeter la pierre? Ils ont le droit de se plaindre, comme n'importe quelle autre communauté ethnique. Ok. Ainsi parle Lambert Mende Malanga, puisque le gouvernement duquel il fait partie a responsabilité d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. De toutes les 404 communautés ethniques. Très bien, monsieur le ministre. Je voudrais que toutes ces communautés, qu'on essaye de les revoir dans
une autre dimension qui est peut-être celle de la francophonie. C'est le mois d'octobre prochain, ici à Kinshasa. Francophonie à Kinshasa, c'est toujours au programme, c'est un peu plus renforcé dans la conviction de son organisation ou pas? Nous n'avons jamais douté un seul instant que le sommet de la francophonie, le 14e, puisse se dérouler à Kinshasa, depuis qu'en Suisse, je crois, cette décision a été prise. Il n'y a que dans l'esprit enfiévré de quelques personnes soucieuses de régler leur compte à la majorité qui est au pouvoir que des doutes ont été émis. Il n'y a que dans l'esprit enfiévré de quelques acteurs des médias en Europe qui considèrent la République démocratique du Congo comme le champ clos des dernières sirènes de la fameuse France-Afrique à laquelle ils appartiennent, qui ont essayé de s'aimer le doute en posant des questions à des hommes politiques français sur le fait de venir à Kinshasa alors qu'il y a eu des dysfonctionnements électoraux, comme s'il y avait un seul pays où il n'y a pas de dysfonctionnements électoraux. Donc nous n'avons jamais douté. Et si tant est que le sommet ne devait pas se tenir à Kinshasa, dites-vous bien que c'est nous qui déciderons. C'est nous. C'est à nous qu'on a confié l'organisation. Et tant que nous voulons l'organiser, elle se tiendra. Il se tiendra ce sommet. Il nous reste 5 minutes. En 5 minutes, on peut vous poser même une dizaine, une quinzaine de questions. Oui. Francophonie à Kinshasa, avec Hollande ou sans Hollande? Je vais vous dire que notre problème, ce n'est pas de voir M. X ou Y à Kinshasa. C'est une manifestation de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce n'est pas les amitiés France-RDC pour que vous puissiez singulariser François Hollande ou pas François Hollande. Je pense que nous avons invité François Hollande au nom de l'Organisation internationale de la francophonie et nous n'avons aucun élément qui indique qu'il ne viendra pas. Sauf dans ces discours-là, des gens qui veulent régler des comptes à ceux qui sont au pouvoir et dans ces fameux médias de la France-Afrique. Alors que Hollande veut tuer la France-Afrique. Oui, et les conditionnalités qu'on met en exergue, vous les mettez sous le compte de propos de candidats ou de propos de président? Nous n'avons jamais reçu un document diplomatique où on parle de conditionnalité, sauf si vous êtes mieux informé que moi, mais les propos de candidats, les propos de journalistes, ce n'est pas comme ça que nous communiquons. Oui, mais quand vous entendez, par exemple... Nous n'avons jamais reçu de Oui, mais quand vous entendez l'un de ces ministres dire « oui, mais on veut quand même qu'il y ait un effort par rapport aux droits de l'homme, à la démocratie... » Je ne sais pas s'il y a deux pays dans cette région de l'Afrique centrale, prenons les pays francophones, qui soient allés plus loin que nous dans l'effort pour les droits de l'homme. C'est quand Alpha Condé, le président guinéen, dit oui, mais à Kinshasa, là-bas, il y a même International Crisis Group qui dit que ça serait un peu faire la promotion d'un pays qui n'aime pas les droits de l'homme, qui n'aime pas la démocratie. International Crisis Group, j'aimerais peut-être ne pas commenter parce que c'est des gens qui vivent justement de la médisance qu'ils développent sur la République démocratique du Congo. Il faut qu'ils aient des budgets pour travailler sur ce qu'ils appellent un État failli. Donc tout ce que nous ferons ne trouvera pas grâce aux yeux de ces gens parce que si nous arrivons à nos fins, je pense que c'est fini pour les financements pour ICG. Le président Condé nous a étonnés beaucoup. Peut-être qu'il voulait flatter certains milieux parisiens. Vous savez, c'est des gens qui ont été en exil longtemps et qui peut-être ne sont pas encore complètement libérés au niveau du mental. Mais enfin, nous allons voir s'il ne viendra pas. Oui, autre question par rapport à ça, francophonie, pourquoi? Nous pensons que nous sommes le pays où il y a le plus grand nombre de locuteurs du français, après la France. Oui, ça, nous pensons que nous partageons ces valeurs démocratiques des droits de l'homme et nous voulons nous connaître entre nous. Et donc ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Mais si la francophonie devenait seulement cet espace pour ridiculiser les dirigeants congolais, pour permettre à ceux qui veulent faire survivre la France-Afrique de tirer leur dernière cartouche, alors il va falloir qu'un jour ou l'autre, nous nous posions des questions sur l'utilité. La question que vous me posez, nous pourrions commencer à nous la poser aussi si ces colibets continuent. Nous voulons organiser des retrouvailles entre tous les pays francophones du monde, mieux nous connaître, échanger sur cette langue, sur ces valeurs qui nous mettent ensemble, mais nous n'avons jamais accepté cette réunion pour devenir le souffre-douleur des nostalgiques du monde entier. Oui, dans l'hémisphère nord. Je repose ma question autrement, francophonie, pourquoi? C'est-à-dire pour vendre quelle image du Congo, pour vendre quoi du Congo? Nous voulons montrer un Congo normal, les gens ont pris l'habitude de casser du sucre sur le dos du Congo. Nous avons entrepris des efforts de normalisation. Nous avons entrepris des efforts pour que notre pays puisse avoir sa place au soleil. Il n'est pas mauvais que le monde aussi vienne assister aux efforts dont les Congolais sont en train de bénéficier aujourd'hui,
que le Congo puisse devenir pour un temps le miroir de cette région de l'Afrique subsaharienne. Demain, le sommet de la francophonie se tiendra peut-être à Kinshasa, encore pas. Bon, je dis pas peut-être, puisque là, vous nous donnez toutes les assurances que le sommet se tiendra ici. Sauf si nous décidons très brièvement, autrement. parce que là, on va vraiment chuter. Est-ce que, sur le plan organisationnel, aujourd'hui, on est prêt? Nous avons mis les bouchées doubles. Nous sommes tout à fait prêts. Je pense que vous avez vu l'accélération des travaux. Ça provoque un peu de la gêne pour les usagers de la route, etc. Mais ce n'est que pour un petit temps. Qu'est-ce que ça va coûter au Trésor public? Beaucoup d'argent, mais c'est des investissements qui profitent à la République. Cette route, je pense que nos invités ne partiront pas avec ces kilomètres de route que nous mettons. Je pense que c'est nous qui allons continuer à profiter. Ces bâtiments, ces hôtels que nous construisons, ils n'iront pas avec ça. À l'essentiel, peut-être que demain, vous irez pas peut-être, c'est sûr. Après ici, vous sortirez porte-parole du gouvernement, vous continuerez à porter la voix de la République démocratique du Congo et celle du gouvernement pour dire quoi pour les jours et pour l'avenir qu'il y a devant nous. Monsieur Humbert Mindé. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que le Congo a retrouvé sa place au soleil. C'est que ceux qui ont parié sur la disparition de ce grand Congo pour avoir affaire à un confetti de petits États malléables ont échoué. Nous sommes très satisfaits de cette évolution et nous allons faire en sorte que notre peuple puisse avoir le bénéfice de toutes ces transformations. On peut terminer comme ça. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Suivez la marche du monde. Prenez avec nous l'information. L'événement B1, entre guillemets. Tous les dimanches à partir de 20h30.